Bien. Chers collègues, le 26 octobre 2022, notre commission a nommé M. Patrice Perrault, Renaissance, et Mme Bénédicte Taurine, LFI, comme co-rapporteurs de la mission d'information sur la gestion de l'eau pour les activités économiques, agriculture, industrie, énergie, tourisme. Toutefois, Mme Bénédicte Taurine n'ayant pas été réélue lors de l'élection législative partielle du 2 avril 2023 en Ariège, le groupe LFI-NUPS propose en conséquence la nomination de M. René Pilato, LFI-NUPS, en tant que co-rapporteur de cette mission d'information. Je demande votre assentiment, personne n'y voit d'objection. Eh bien, c'est très bien, il est nommé. Chers collègues, donc la Commission des affaires économiques auditionne aujourd'hui M. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Monsieur Bonnel, cher Bruno, bienvenue dans cette commission et cette salle que vous connaissez bien, puisque vous y avez siégé jusqu'à fin janvier 2022. Le créneau de cette audition a été difficile à trouver, car il faut bien reconnaître que vous êtes désormais un homme très courtisé. En effet, le secrétariat général pour l'investissement est chargé, sous l'autorité de la Première ministre, d'assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État à travers le déploiement du plan France 2030, plan qui mobilise pas moins de 54 milliards d'euros pour transformer durablement des secteurs clés de notre économie. Vous nous direz dans quelques instants comment vous avez appréhendé vos nouvelles fonctions et quels ont été les premiers axes de votre action. J'observe que vous venez d'annoncer un renouvellement de l'organisation interne du SGPI, fort désormais de plus de 70 agents et restructuré autour de 6 pôles, correspondant aux 6 axes stratégiques de France 2030. Premier axe, mieux vivre en soutenant l'innovation dans la santé. Le deuxième, mieux produire en décarbonant notre société. Le troisième, former aux métiers de demain et soutenir la recherche. Le quatrième, assurer notre souveraineté numérique. Le cinquième, s'orienter vers de nouvelles frontières marines, spatiales et quantiques. Et puis enfin, le sixième axe, soutenir en capitaux le développement des entreprises pour un rayonnement à l'international. Monsieur Bonnel, vous connaissez notre appétence pour l'industrie et la politique de relocalisation. Ces sujets sont-ils pris en compte par le SGPI dans le cadre des priorités que je viens d'énoncer? Et quelles actions menez-vous en ce sens? Monsieur Bonnel, cher Bruno, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis ravi d'être ici, évidemment, puisque c'est une salle que j'ai bien connue, en étant de l'autre côté de cette estrade. Et je suis surtout ravi parce que dans la morosité actuelle que nous connaissons, dans la période de doute et d'incertitude de certains de nos compatriotes, je dois vous dire que le plan France 2030 montre qu'on assiste quand même à un véritable réveil, je pèse mon mot, un véritable réveil du tissu scientifique et économique de notre pays. Je vais beaucoup dans de très nombreux territoires et je vois qu'il y a un dynamisme qui est particulièrement spectaculaire, des chefs d'entreprise qui innovent, des personnes dans tous les domaines, que ce soit l'industriel ou l'agricole, qui proposent des nouvelles solutions, des nouveaux process, qui ont pris conscience des nécessités de décarbonation. Donc une véritable dynamique dont je voulais commencer mon propos par témoigner de ça. Et au quotidien, il y a beaucoup de noms que je voudrais vous citer. Pascal, Vercor, Sequence, Genvia, des jeunes sociétés qui, j'en suis persuadé, dans les 10-15 prochaines années, résonneront à nos oreilles comme aujourd'hui résonnent les Air Liquide, les Saint-Gobain, les Atos, c'est-à-dire des grandes entreprises françaises dans leur secteur. Je vais revenir sur les couvertures et les investissements et les supports que France 2030 leur a apporté, mais ça me semblait important de vous passer déjà ce message de cette dynamique. Je voulais aussi vous rappeler que France 2030 n'est pas un phénomène isolé. Nous avons une concurrence internationale aussi qui est en train de s'organiser pour attirer les talents et l'innovation. Nous pouvons nous réjouir de savoir que nous avons été quasiment les premiers en Europe à proposer ce grand plan d'innovation autour de ces secteurs stratégiques pour l'avenir. Ceci dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. La compétition est rude, à la fois intra-européenne, mais également, évidemment, sur le territoire américain, avec leur Inflation Reduction Act qui consacre des centaines de milliards à essayer d'attirer des sociétés sur le sol américain. Et il est important pour notre souveraineté que nous ayons, comme l'a dit le président de la République lors de son discours introductif de France 2030, nous puissions être beaucoup plus maîtres de nos voitures électriques, nos médicaments, notre énergie verte et bien d'autres choses. Donc, je voudrais
vous rappeler très rapidement les principes de France 2030 et rentrer vraiment dans le concret de ce qui a été engagé. Et mon propos va vraiment vous montrer ce qui s'est passé depuis 18 mois, depuis octobre 2021, quand le président a lancé cette formidable initiative et que vous avez voté quelques semaines plus tard les 34 milliards qui viennent s'ajouter aux 20 milliards de ce qu'on appelait le PIA 4 et qui forment ensemble les 54 milliards de France 2030. Donc France 2030, le président Kasbarian vient de le préciser, ça est organisé autour de pôles majeurs: la santé, la transition éco-énergétique, la connaissance, la souveraineté numérique, électronique et robotique, et ce que nous appelons les nouvelles frontières, c'est-à-dire l'exploration de l'espace, les explorations des fonds sous-marins et le quantique. Je vous précise ça pour vous montrer que c'est un plan que je qualifie de holistique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de supporter un secteur d'activité, mais véritablement de supporter le monde de demain tel qu'il évolue sur le plan de l'innovation scientifique et technologique. Et ce monde de demain, il aura à la fois des avancées dans tous les domaines que je viens de citer, et il aura des impacts sur le mieux vivre, à la fois le mieux travailler dans des environnements industriels qui seront décarbonés ou des environnements agricoles qui feront moins appel à des technologies de la chimie pour aller plus vers de la biologie. Mais également, il aura des impacts sur le quotidien des gens, avec notamment des efforts importants sur l'alimentation saine et durable ou la santé de nos concitoyens. Alors, sur ces 54 milliards, aujourd'hui, au 31 mars 2023, puisque c'est le chiffre que nous avons arrêté à cette date, ont été engagés 13 milliards. On peut penser qu'à la fin de ce premier semestre, donc c'est une estimation, mais elle est à peu près raisonnable, nous en serons à 17 milliards. Donc ce dernier trimestre est encore une accélération par rapport au précédent. Je pense pouvoir vous dire que d'ici à la fin de l'année 2023, ou au plus tard au premier trimestre 2024, la moitié des 54 milliards seront engagés. Ça veut dire concrètement que des bénéficiaires ont reçu des lettres d'engagement de l'État pour pouvoir mener à bien leurs projets. Vous voyez que c'est un plan qui se déroule au pas de charge et je crois qu'il était important de le signaler. Ce n'est pas simplement un plan qui est théorique, il est dans le quotidien des gens qui reçoivent aujourd'hui des engagements de l'État et des sommes d'argent pour développer leurs projets. En volume, ce sont 1765 projets, pour être précis, qui ont bénéficié à plus de 2300 lauréats. Alors pourquoi il n'y a pas le même nombre de lauréats que de projets? Tout simplement parce que nous encourageons les consortiums, les réunions, les associations pour qu'il y ait un phénomène donc d'équipe de France 2030 et qu'on n'ait pas des projets qui soient portés que par des structures uniques. Nous avons 46% de petites et moyennes entreprises et c'est important à souligner parce que lorsque vous avez voté ce budget, il y avait un engagement fort qui était que 50% des 34 milliards du plan France 2030 devaient revenir aux petites et moyennes entreprises, à ce qu'on appelait les acteurs émergents. Eh bien, sur la totalité des 54, nous sommes aujourd'hui à 46, donc c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. 21% pour les grandes entreprises, le reste étant plutôt dédié aux centres de recherche et aux organismes publics. Si on regarde géographiquement, 60% des fonds du plan ont été alloués à des porteurs installés en région hors Île-de-France. C'est un phénomène qui est important. Il y avait dans les plans précédents, ce qu'on appelait les plans d'investissement d'avenir, clairement un déséquilibre entre la province et l'Île-de-France. Là, clairement, cet équilibre est en train de devenir de plus en plus, reflète en tout cas de plus en plus le PIB de la nation. Il y a évidemment une déformation sur l'Île-de-France et le nombre de sièges sociaux d'entreprises qui sont présentes. Il n'est pas dit que toutes les sommes qui viennent à ces sièges sociaux soient strictement sur l'Île-de-France. Et en tout cas, c'est un équilibre qui me paraissait important à vous reporter. Alors, quelque chose d'encore plus important pour moi, c'est les impacts macroéconomiques de ce plan. À date, encore une fois, ce sont des chiffres que nous vous donnons qui n'ont pas encore été rendus publics, mais nous le ferons dans les prochains jours. À date, nous avons un effet de levier de 4
sur les projets d'investissement. En d'autres termes, quand il y a un investissement industriel où France 2030 met 1 euro, eh bien, il y a 4 euros d'investissement privé qui l'accompagnent. Je crois que c'était une information aussi qui est importante. Il est évident que dans les domaines de la recherche, il n'y a pas d'effet de levier, puisque par essence, elle est soutenue par les organismes publics. Mais là, je parle de la partie investissement industriel, donc réindustrialisation, création d'usines, création d'ateliers, pour cet effet de levier de 4. Un autre effet important en macroéconomie, c'est le nombre de brevets, puisque nous avons à date 2059 exactement dépôts de brevets qui sont envisagés par nos bénéficiaires. Donc ça veut dire que nous avons procédé de la manière suivante: quand nous dans leur dossier ou quand nous leur allouons les sommes, nous leur demandons quel type d'impact ça pourra avoir. Aujourd'hui, nous avons donc sur un plan déclaratif 2059 déclarations de brevets pour environ 400 bénéficiaires. Donc vous voyez qu'il y a pas, il y a évidemment des bénéficiaires qui sont dans des domaines qui amènent des brevets naturellement, comme la recherche, mais nous avons également des brevets qui sont apportés par des structures industrielles. 700 pour les projets en santé, 300 pour les projets en transport, par exemple, pour vous donner des indications. Si nous regardons sur le plan de l'emploi, nous avons fait un sondage sur 550 bénéficiaires qui représentent à peu près 1,3 milliard de soutien à date. Et nous sommes à aujourd'hui, en tout cas, à 40 000 emplois directs créés ou maintenus, ce qui est un chiffre intéressant parce qu'il montre que derrière ces innovations, il y a bien de la génération d'emplois dans des proportions qui sont significatives et qui sont appelées évidemment à se développer. Et si on parle en termes d'impact sur le CO2, c'est 50 millions de tonnes de CO2 qui sont évitées en cumul sur 8 ans, en tout cas en projeté après la réalisation des projets. C'est-à-dire que dans nos aides à la décarbonation, c'est l'impact que nous pouvons attendre. Enfin, sur la mixité, parce que nous sommes très attentifs à la mixité sur les dossiers que nous soutenons, eh bien, nous avons une mixité de 46% de femmes au sein des équipes projets des différents lauréats à date, avec évidemment un déséquilibre encore trop important entre l'industrie et la recherche. Mais sachez que ça fait partie des critères d'attribution de nos soutiens. Et notamment, on regarde avec attention à la fois la réalité d'une situation et les intentions de développement. Je vous rappelle que France 2030 est un soutien de l'État un peu particulier, puisqu'il y a évidemment une analyse des dossiers qui nous sont soumis, mais il y a également un suivi qu'on appelle in itinéré, c'est-à-dire pendant le processus du dossier, qui nous permet justement d'affiner notre soutien et éventuellement de corriger des tirs si on avait besoin. Alors, au-delà de ces chiffres macroéconomiques, j'aimerais vous illustrer mon propos par quelques exemples précis. Je trouvais que c'était plus intéressant de parler d'exemples précis devant vous par rapport aux objectifs qu'avait fixé le président de la République lors de son discours du 12 octobre 2021. Il y avait un objectif de 2 millions de véhicules électriques par an construits en France à 2050. À date, nous en avons sécurisé déjà 1 million. Nous sommes à 50% de cet objectif. Et sur les batteries, un effort considérable a été fait puisque nous serons autonomes à l'horizon 2027. En clair, par les efforts qui ont été faits sur les différentes gigafactories, sur les différentes composants d'une batterie, sur les différents électrolytes et la chimie des batteries, l'objectif est d'avoir un territoire qui soit autonome en batterie électrique d'ici 2027. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, à Douai, le projet Electricity avec Renault va permettre de produire 400 000 véhicules électriques par an sur le site de Douai, donc à l'horizon de 2030. Je l'ai déjà dit, je le répète, ce sont 3 gigafactories dans les Hauts-de-France également qui nous permettent d'arriver à cet équilibre et à cet objectif de 2 millions de véhicules par an. Sur l'hydrogène, nous avions mis un plan sur lequel, donc l'hydrogène, je précise, décarboné, c'est-à-dire pas de l'hydrogène qui est fabriqué à partir du gaz ou du charbon ou du pétrole, mais de l'hydrogène qui est fabriqué à partir d'électricité renouvelable. Nous visons 6,5 gigawatts par an. Nous en avons sécurisé
2 gigawatts par an d'ici 2027. On sommes donc au tiers de notre objectif. J'aimerais vous citer à Béziers la société Genvia, qui construit actuellement une gigafactory d'électrolyseurs. Je vous rappelle que les électrolyseurs sont ces systèmes qui permettent à partir d'eau de fabriquer d'eau et d'électricité qui permettent de fabriquer de l'hydrogène. Sur l'électronique, à Crolles, dans l'Isère, nous avons sécurisé le doublement de la production française de microprocesseurs et de semi-conducteurs, de semi-conducteurs. Et c'est un projet qui est fait avec donc ST Microélectronique et Global Foundry. Ce projet est sorti de terre et commencera à produire d'ici 2028. Sur le spatial, nous avons lancé 8 projets de micro-lanceurs réutilisables. Donc ça signifie que non seulement nous avons les grands projets spatiaux que vous connaissez autour d'Ariane Espace, autour de l'ESA, en collaboration avec l'Europe, mais là nous voyons que dans le monde entier se développent des technologies spatiales. La France n'est pas en reste, 8 micro-lanceurs lancés à aujourd'hui. Je vous citerai en dernier, j'en ai encore toute une liste, mais juste un dernier sur la santé. Nous visons 20 biomédicaments, donc des médicaments qui sont fabriqués à partir de technologies de bioproduction, donc plus par la chimie, mais par la biochimie et la biologie. Nous visons donc 20 biomédicaments, et bien nous en sommes déjà à 5 qui sont sécurisés. Donc je citerai un projet qui est beaucoup à cœur. C'est le projet qui est à Biose, à Aurillac. Donc qui aurait cru que dans le Cantal, nous aurions une des usines référentes en Europe de fabrication de microbiote par fermentation. C'était assez inattendu. Juste pour mémoire, le Cantal, dans les 3 premiers PIA, qui ont représenté grosso modo 50 milliards d'euros, les 3 premiers, le PIA 1, 2 et 3, le Cantal avait reçu 80 000 euros de subventions. Donc vous voyez que quand on vous parle de France 2030 qui s'ancre dans les territoires, vous doutez bien qu'implanter une des plus grosses usines d'Europe en fermentation dans le Cantal avec le soutien de France 2030, on n'est pas dans des échelles de 80 000 euros, mais bien plus que ça. Donc France 2030 irrigue véritablement tous les territoires. Et c'est ce message que je voulais vous passer avec ces différents exemples. Alors pour terminer mon propos, je voudrais vous parler d'une dernière initiative qui est sortie mercredi dernier et qui me semble très importante à partager avec vous parce qu'elle vous concerne tous, parce qu'elle concerne tous les territoires que vous connaissez bien. C'est l'initiative French Tech 2030, qui est donc une idée de passer d'une logique par projet à une idée de passer à une logique par entreprise. Donc, quelle est l'idée? Pour toute entreprise innovante qui a déjà un produit qui est soit déjà sur le marché, soit qui est prêt à aller sur le marché. Ces entreprises vont être sélectionnées, une centaine d'entreprises vont être sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement spécifique de l'État pour accélérer leur croissance. Accompagnement qui sera extra-financier, avec mise à disposition de tous les services de l'État, Business France, la French Tech, tout autre système qui aide à naviguer dans l'État, et bien évidemment aussi les services décentralisés dans les territoires, et sur l'aspect financier avec France 2030. Objectif, multiplier, accélérer la croissance de ces entreprises sur les prochaines années. C'est un projet qui est très important parce qu'il est ouvert non plus à ce qu'on appellerait des start-up, il est ouvert vraiment à des sociétés qui sont au bord de développer de l'activité en accéléré. Et je pense qu'il était important qu'on vous le signale. Je n'ai pas assez de dossiers, nous n'avons pas assez de dossiers dans ces catégories. Donc n'hésitez pas à dire aux entrepreneurs de vos territoires de présenter des dossiers. Les démarches sont excessivement simples, elles se font en ligne. Et la sélection sera peut-être dure, mais celui qui n'a jamais tenté n'aura pas de résultat. Il est bon de le souligner. Et enfin, je vous redis que France 2030 travaille sur tous les territoires. Vous êtes tous directement concernés par son développement. Sur les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 1700 et quelques, la répartition est particulièrement spectaculaire. Alors il y a eu évidemment une compétition entre toutes les régions, mais j'ai devant moi une carte que je ne vais pas commenter dans le détail, je ne vais pas passer la liste de tout le monde, elle est à votre disposition, elle est sur le site, mais qui montre bien que, à la fois sur le territoire métropolitain, mais également en Outre-mer, nous avons une action de France 2030 qui est déterminée et déterminante dans tous les territoires.
Voilà, je terminerai mon propos là et je vais prendre maintenant vos remarques et questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Je vous propose donc qu'on passe aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe. Monsieur Bonnel, je vous le donne aussi. Donc, c'est 4 minutes par orateur de groupe. Généralement, c'est 2 minutes, maximum 3 la question. Et puis, vous répondez dans la foulée. Et on s'arrête à 4 minutes, top chrono. Donc, vraiment, à 4 minutes, je coupe. Je vous propose de commencer avec Charles Rodouel du groupe Renaissance. Charles, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Votre responsabilité est grande car vous êtes le bras armé du gouvernement et des Français pour répondre à un enjeu majeur, celui d'investir pour préparer notre avenir. Et vous l'avez dit, vous êtes parti au pas de charge, déjà 13 milliards d'euros engagés sur les 54 milliards d'euros du plan. Je voudrais vous interroger au nom de mon groupe sur deux enjeux qui nous tiennent à cœur et qui, je crois, vous tiennent à cœur également. Le premier enjeu, c'est l'équilibre de notre balance commerciale. Bruno Le Maire a fait de son rétablissement une priorité pour les 10 ans qui viennent. On est plusieurs à avoir travaillé sur ces sujets pour placer l'export au cœur de notre stratégie industrielle et donc au cœur de France 2030 avec un principe. Pour exporter un bien, il faut bien le produire. Et pour produire un bien, il faut bien savoir à qui et comment on va le vendre. Donc ma première question, elle est assez simple, c'est quelle est la place de l'export au sein de France 2030 ? Le deuxième enjeu sur lequel je voudrais vous interroger, c'est justement celui que vous avez souligné longuement, c'est l'équilibre entre nos régions, entre l'Île-de-France, la métropole parisienne, et puis le reste de nos régions. La mondialisation qui s'est accélérée depuis les années 80 a renforcé certaines de nos régions et en a fragilisé d'autres en les désindustrialisant. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité nationale et je crois qu'on est tous convaincus que pour renforcer cette unité, on le fera en redonnant à chaque Français le pouvoir de vivre par son travail, quelle que soit la région dans laquelle il vit. Et avec France 2030, vous avez la responsabilité d'investir pour préparer notre avenir. Et cet avenir, pour investir dans cet avenir, quelle est la méthode que vous avez employée à travers France 2030 pour qu'il concerne l'ensemble de nos régions ? Je vous remercie pour votre présence avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Vous avez 2 minutes maximum pour répondre. Allez-y. Donc, je vais commencer par la deuxième, si vous permettez. Donc, clairement, France 2030 redessine le territoire. Et j'ai quelques exemples à vous citer. L'entreprise CETIM, 8 millions d'euros dans le Cher. C'est une entreprise qui travaille dans la fabrication additive, se développe actuellement grâce à notre soutien. Je pourrais en citer d'autres. Je peux en citer en Corse, je peux en citer à La Réunion. On a bien une dynamique territoriale qui est en train de se mettre en route. Et finalement, après les grandes difficultés que nous avons connues, la Covid notamment, qui a montré aux gens qu'on pouvait travailler à distance, travailler différemment, on s'aperçoit que les villes moyennes, ce qu'on appelle les villes moyennes, c'est-à-dire hors les métropoles, sont en train de retrouver une dynamique particulièrement intéressante. Il y a des sujets, il y a des sujets de logement, il y a des sujets d'organisation territoriale, mais il faut bien commencer quelque part. Il y a un phénomène de poule et d'œuf, mais on s'aperçoit qu'il y a véritablement un travail là-dessus qui est vraiment une décision quasiment stratégique, et je me déplace suffisamment en région. Je voudrais vous citer encore 2 choses. Il y a France 2030 régionalisée, qui est sous l'autorité des préfets et des présidents de région, dans une délégation d'une partie du budget de France 2030 à leurs mains, dans lequel ils peuvent organiser des travaux qui sont peut-être plus réduits en termes d'engagement, puisque généralement, on est plutôt en millions, ils sont plutôt en centaines de milliers d'euros. Et puis, la deuxième initiative, c'est qu'il y a des comités de suivi régionaux de France 2030 que je tiens annuellement dans chaque région, avec tous les acteurs socio-économiques pour justement voir leurs spécificités et voir ce qu'on peut faire en plus. Sur l'export, je dirais que c'est une conséquence. L'export est une conséquence de ce que nous faisons. Je crois que plutôt que de réindustrialisation, moi j'aime bien parler de néo-industrialisation avec des nouveaux produits. Et je pense que nos produits, par leur qualité, par leur innovation, vont se retrouver à l'export. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Mathias Tavel du groupe LFI. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général.
Bon, le 22 mars dernier, M. Macron déclarait « On réindustrialise, c'est le cœur de la bataille, on est en train de la réussir ». Une preuve de plus, sans doute, de la réalité parallèle dans laquelle évolue l'exécutif depuis plusieurs semaines désormais. En effet, à rebours de l'autosatisfaction, la part de l'emploi du secteur industriel dans l'emploi salarié total n'a jamais été aussi basse dans notre pays, puisqu'on est à moins de 11% aujourd'hui, et elle s'est encore dégradée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, avec ce plan France 2030, l'objectif, c'est de réindustrialiser notre pays, de soutenir la transition écologique, de décarboner le pays, de moderniser la santé, l'automobile, l'agriculture, relancer la culture, donner au pays une avance internationale dans l'espace, dans les fonds marins, etc. Mais tout cela en concédant d'y accorder un budget total inférieur à 0,5% du PIB par an. Il y a loin de la coupe aux lèvres, et en tout cas entre l'ambition affichée et les moyens soulevés. On notera par exemple qu'en matière maritime, seule la question des grands fonds marins fait partie de France 2030, alors qu'il y a tant d'autres sujets à évoquer sur cette question et qu'on est bien souvent sur des ordres de grandeur qui relèvent du saupoudrage plus que d'une véritable politique d'investissement et de capital public. Au demeurant, tout cela relève beaucoup du macronisme tel qu'on le connaît. Rien sur la conditionnalité sociale de ces aides publiques qui alimentent des profits qui sont redistribués aux actionnaires sans autre conditions pour les salariés, rien contre un certain nombre de dispositifs de financiarisation de l'économie qui favorisent le court terme au détriment de l'indépendance nationale et du long terme. Bref, encore une fois, l'État prend les risques, l'État apporte un peu d'argent, mais ce n'est pas la puissance publique, ce n'est pas la collectivité qui retire les bénéfices qui se verront privatisés. Enfin, pour être sur un point concret, vous avez évoqué la santé et les biomédicaments pour demain. Aujourd'hui, et France 2030 a pour ambition de faire de la France la première nation européenne souveraine en matière de santé. La question est posée à notre pays aujourd'hui, pas seulement pour les médicaments de demain, mais pour ceux d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du paracétamol, qu'il s'agisse des pilules abortives, qu'il s'agisse d'autres médicaments absolument indispensables à la santé des Français. Là-dessus, France 2030 ne dit rien. Qu'avez-vous à nous dire? Est-ce qu'il faudra attendre France 2040 pour en parler? Merci. Monsieur Bonnel. Je vais vous rassurer. Séquence qui fabrique de Doliprane en France, soutenue par France 2030. Je vais vous rassurer, EuroAPI, c'est-à-dire la fabrication sous contrat de médicaments tout à fait banaux par les équipes de Sanofi, soutenues par France 2030. On a évité justement qu'elles partent à l'étranger. Vous savez, la difficulté, c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que France 2030, c'est un très gros objet. Donc avant de faire des affirmations, je vous encouragerai, monsieur le député, à regarder précisément dans les domaines que vous soulignez ce que nous avons fait. Si vous voulez, je vous cite les exemples, je les ai, les montants, je les ai. Et croyez-moi, nous faisons un effort à la fois pour aujourd'hui, mais nous construisons surtout demain. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez également tort sur la conditionnalité, vous appelez la conditionnalité sociale de nos investissements. J'ai précisé dans mon propos liminaire, 46% de mixité de femmes dans les... nous ne l'avons pas inventé, nous le mettons dans nos contrats, nous le mettons dans nos discussions, ce sont des critères de discussion. Je pourrais faire la même chose sur la décarbonation de l'industrie. Et puis en plus, France 2030, enfin plutôt, c'est pas l'intégralité de la réindustrialisation de la France. C'est pour ça que, il y a un effet de levier, donc je vous l'ai précisé, 4 fois sur l'investissement, c'est-à-dire que chaque euro mis sur la table est complété par 4 euros privés. Deuxièmement, si nous mettons de l'argent en tant que franc, en tant que pays, c'est justement pour se battre contre cette idée du retour sur investissement instantané. Parce que si on n'avait pas besoin du soutien de l'État pour les domaines dans lesquels nous parlons, nous savons tous que les carburants biosourcés des avions de demain coûtent 3 à 4 fois plus cher que le kérosène d'aujourd'hui. Si l'État n'est pas là pour soutenir les technologies qui les inventent, personne n'ira mettre de l'argent aujourd'hui là-dedans. C'est justement l'inverse. C'est pour ne pas faire de la financiarisation que nous travaillons avec le soutien de l'État. Je vous remercie. Nous passons à Madame Virginie Duby-Muller du groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie donc pour ces éléments d'information intéressants. Comme vous l'avez rappelé, le plan France 2030 s'inscrit dans la lignée du plan de relance et prévoit donc 54 milliards d'euros d'investissement pour rattraper le retard industriel français, investir massivement dans les technologies innovantes ou encore soutenir la transition écologique. Ce plan est sous-tendu par 2 objectifs transversaux, consacrer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l'économie et 50% à des acteurs émergents porteurs d'innovation. 10 objectifs ambitieux ont été déterminés afin de mieux comprendre, de mieux vivre et de mieux produire.
à l'horizon de 2030. Retrouver une souveraineté industrielle est un enjeu économique fondamental, comme nous l'ont montré la crise Covid et la guerre en Ukraine. La France possède des atouts indéniables qu'il faut continuer à promouvoir, tels que des infrastructures de qualité et du personnel hautement qualifié. Le plan France 2030 répond donc en théorie à ces impératifs de réindustrialisation indispensables à l'indépendance et au rayonnement de notre pays. En pratique, il est intéressant de noter que les investissements réalisés jusqu'à présent ne semblent pas montrer de fléchage vers des typologies particulières d'entreprises. Ainsi, start-up, PME, ETI et grandes entreprises porteuses d'un projet innovant et à potentiel industriel fort bénéficient donc de ce plan. Le seul obstacle, notamment pour les start-up et certaines PME, consiste en l'obligation de disposer de fonds complémentaires pour cofinancer le projet, ce qui semble normal vis-à-vis de subventions publiques. Je voulais revenir aussi sur la transparence qui est affichée sur votre site et qui est louable, qui permet de voir qu'en Haute-Savoie, 35 entreprises ont été lauréates, notamment dans la vallée de l'Arve et le secteur du décolletage, à la fois pour la diversification des activités ou l'accompagnement de cette filière vers le véhicule du futur. Je voulais vous interroger plus spécifiquement sur les perspectives en matière d'investissement numérique. Plusieurs initiatives ambitieuses ont été financées dans le cadre de ce plan. Je pense notamment aux 65 millions d'euros dédiés aux programmes et équipements prioritaires de recherche sur l'agroécologie et le numérique, qui doit permettre de mobiliser le numérique pour accélérer la transition agroécologique au bénéfice de tous les agriculteurs. Je pense également aux 5 milliards d'euros consacrés au développement et à l'industrialisation des technologies électroniques. Vous l'avez évoqué, c'est le cas des semi-conducteurs en Isère, à un moment justement où la Chine et les États-Unis investissent lourdement dans ce secteur. Et s'agissant de notre souveraineté technologique, vous l'avez évoqué en fin de votre propos, French Tech 2030, qui est donc un programme aidé par le Secrétariat général pour l'investissement, afin que la France devienne un nouveau champion technologique européen. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce programme? Avez-vous défini une stratégie et des axes prioritaires? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Merci. Juste une petite précision, vous avez parlé de souveraineté numérique. Effectivement, même si les budgets de France 2030 ne sont pas dans le dur, il y a quand même des orientations. C'est 2,6 milliards d'euros du plan qui va être consacré à la souveraineté numérique, je voulais vous le préciser, dont à date, à peu près 800 millions ont été engagés. Donc vous voyez, encore des projets à venir et c'est intéressant. Ça ne comprend pas l'opération Kroll, je le précise. Sur le plan French Tech 2030, il n'y a pas de domaine spécifique. Je vais même aller au-delà. Au départ, on l'avait un peu pensé comme un plan Deep Tech. C'est-à-dire on l'avait pensé comme un plan plutôt réservé aux technologies qui venaient de la recherche et qui allaient pousser vers des sociétés. Finalement, on s'est dit, il faut élargir le champ, ce que nous avons fait, et nous travaillons sur l'idée de sociétés innovantes dans un sens plus large, des sociétés qui peuvent avoir quelques années d'expérience, qui peuvent avoir des produits déjà sur le marché, mais qui cherchent à accélérer leur croissance. Donc c'est vraiment l'idée de dire, dans le domaine de l'innovation, il y a des sociétés qui méritent de passer à un peu la taille au-dessus. Si je peux m'exprimer ainsi, il ne faut pas qu'on passe de pépiniériste d'entreprise à jardinier, c'est-à-dire il faut qu'on passe des jeunes pousses à faire pousser des arbres et pourquoi pas demain des forêts. C'est l'objectif de ce plan. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Philippe Bollot du groupe Modem. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Le groupe démocrate se félicite du soutien à la réindustrialisation de la France que vous pouvez effectuer. La crise Covid, comme l'augmentation des prix des matières premières qui lui ont succédé, ont démontré l'importance de l'industrie et les impasses dans lesquelles pouvait se trouver un pays privé d'usines. L'industrie, c'est un moyen pour la transition énergétique, par exemple au travers du développement des énergies renouvelables. Ce sont également des emplois et la production de richesses qui doivent être partagées et redistribuées. C'est la souveraineté de la France et sa moindre dépendance à des importations de biens essentiels. La réindustrialisation de la France est donc la bienvenue et différentes politiques y concourent depuis 2020. Territoire d'industrie, pour commencer. Ensuite, France Relance, France 2030, que vous avez très clairement présenté, et le prochain projet de loi Industrie verte. Chacune de ces démarches s'inscrit dans sa propre logique. Soutenir les territoires en déprise industrielle, relancer l'industrie en sortie de crise sanitaire, soutenir l'industrie de demain par l'innovation et la réduction de son empreinte carbone,
disposer d'un cadre législatif. Face à cette multiplication des dispositifs, il est important de vérifier qu'ils agissent bien en synergie. Il est aussi important que les différents dispositifs ne se concentrent pas sur quelques gigafactories, vous nous l'avez dit, mais qu'ils agissent bien pour l'ensemble des territoires et toutes les tailles d'entreprises. Monsieur le secrétaire général, à votre échelle, quels sont vos moyens et vos actions pour assurer cette cohérence entre les différents dispositifs avec France 2030 ? Et d'ailleurs, on serait assez intéressé d'avoir une explication de toute cette cartographie des dispositifs existants, qui parfois est assez complexe en termes de lisibilité et de compréhension par le chef d'entreprise qui pourrait éventuellement y avoir accès. Car cette cohérence est aussi celle qui permettra de toucher, comme je vous l'ai dit, le plus grand nombre d'entreprises et de territoires, et c'est ainsi que la réindustrialisation pourra bénéficier à tous les Français. Et question complémentaire, puisque j'ai un peu de temps, quels sont les critères de sélection que vous retenez pour vous assurer que les projets retenus sont bien les plus pérennes et donc que finalement les investissements de France 2030 sont bien des investissements sur le long terme? Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, en termes de moyens et actions, c'est une équipe de 70 personnes, le secrétaire général pour l'investissement, mais elle est relayée par nos opérateurs, que sont la BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche. En clair, ça veut dire que pour les entrepreneurs, ils passent par ces opérateurs pour avoir accès aux fonds que nous leur confions pour distribution. La stratégie est définie par le secrétaire général pour l'investissement. Il y a des conseillers et des coordinateurs interministériels qui proposent donc des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Et spontanément, nous stimulons, à travers le réseau que je vous ai décrit tout à l'heure, le réseau territorial, nous stimulons les réponses qu'elles passent en sélection. Donc j'arrive aux critères de sélection. Ces critères de sélection sont établis en fonction de l'objectif à atteindre. Donc si par exemple nous travaillons sur l'avion bas carbone, par exemple, nous avons effectivement une volonté de travailler à la fois sur les matériaux, sur les moteurs, sur évidemment les sources d'énergie de ces avions, qui sont en hydrogène ou qui sont en SAF. Et des experts établissent des grilles de sélection. Et d'ailleurs, les jurys sont faits dans des viviers d'expertise indépendante de l'État. Certains de ces viviers étant des viviers internationaux pour certains cas particuliers. Donc c'est comme ça que le processus se fait. Il y a un dossier sur 3 à peu près qui est retenu en termes de sélectivité. Donc c'est France 2030, c'est différent de France Relance que vous avez connu, qui était plutôt un mode guichet, ou j'allais dire un mode examen. Là, c'est plutôt un mode concours. Donc nous choisissons les meilleurs sujets dans les domaines qui nous intéressent, avec effectivement l'espérance que ce seront les meilleurs qui gagneront et l'acceptation qu'il y ait du déchet. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Marie-Noëlle Battistel du groupe socialiste. C'est à vous, Marie-Noëlle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. La politique d'investissement à travers le plan France 2030 de 54 milliards, et vous nous l'avez séquencé et expliqué, a l'ambition de créer une dynamique en matière industrielle, en matière d'innovation et de souveraineté, et nous la saluons. Les attentes sont nombreuses et je souhaiterais vous faire remonter les difficultés rencontrées par de nombreux acteurs industriels concernant l'instruction et le suivi des demandes de soutien. France 2030, c'est un fonds public qui est mobilisé à la fois pour investir dans l'économie de demain, mais il est important, me semble-t-il, et je crois que vous en serez d'accord avec moi, d'accompagner et de conforter les acteurs économiques et industriels dès aujourd'hui. À titre d'exemple, en Isère, et vous avez cité le soutien à ST Microélectronique, nous avons l'entreprise Life One, qui réalise un projet industriel, un projet ambitieux et vertueux, car il est l'un des champions en matière de purification d'air, un néo-marché pour éviter de respirer polluants, bactéries, virus. Et je crois que c'est un secteur sur lequel il faut investir et un secteur à conquérir. C'est une question également de santé publique. La crise du Covid nous a montré que pour de nombreux secteurs, il est essentiel que la France adopte une politique d'investissement ambitieuse et stratégique et devienne un peu plus souveraine qu'elle ne l'est. Alors, qui dit investissement dit projet industriel et entrepreneur à soutenir financièrement. Et à ce sujet, pas plus tard que la semaine dernière, sur France Info, M. Lombard, président de la Caisse des dépôts et consignations, déplorait le manque de projets industriels, alors que les porteurs de projets constatent que la réactivité n'est pas toujours là. Donc, Monsieur le Secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'organisation des circuits
afin de rassurer les différents acteurs économiques sur la capacité de l'État à traiter l'intégralité des demandes. Et plus globalement, est-ce que la multiplicité des acteurs en matière d'investissement, donc le SGPI, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui doit, à mon avis, créer des synergies en faveur de l'investissement dans notre pays et doit faire preuve de réactivité. Alors comment expliquez-vous que des demandes de levée de fonds, par exemple, pour passer de l'industrialisation massive datant de fin décembre 2022, n'ont pas à ce jour fait l'objet de réponses? Le passage à l'industrialisation nécessite à la fois de la réactivité, de la visibilité, comme dans chacune des entreprises. C'est, je pense, la clé de la réussite. Donc, il me semble que c'est important que l'on puisse y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bonnel. Merci. Je ne vais pas parler pour Monsieur Lombard, je vais vous parler pour nous. 7,7 mois, c'est actuellement le temps entre le dépôt d'un dossier et la réception de l'argent quand on a été sélectionné. Moins d'un mois, c'est le non. C'est un refus. Pourquoi c'est un non? Parce que c'est l'addition d'éligibilité du dossier. Après, ça concerne notre argent à nous, c'est de l'argent public, l'argent global. Donc effectivement, notre objectif est de passer la barre des 6 mois, être en dessous de 6 mois. C'est difficile, mais on pense qu'on va y arriver par la simplification des dossiers. Donc nous avons considérablement simplifié les dossiers depuis mon arrivée. Notamment, nous avons des dossiers qui tiennent en 2 pages pour leur éligibilité. C'est-à-dire tout de suite que le chef d'entreprise sache s'il doit s'investir dans monter un dossier complexe ou pas. Alors, c'est indépendant de votre problématique sur les levées de fonds, et je voudrais juste vous donner la cartographie. Banque des territoires et CDC font effectivement des choses que nous ne faisons pas. Je l'ai dit, nous ne faisons pas de capacitaire, nous n'augmentons pas les capacités de production, nous ne faisons pas de bâtimentaire, nous ne construisons pas de bâtiments et nous ne pouvons pas le financer, nous ne faisons pas d'infrastructure. Ce que font la CDC et la Banque des territoires. Donc nous avons une complémentarité dans nos actions. Quant aux issues des levées de fonds, là, il faudrait que je rentre dans le dossier et ça, je ne peux pas vous donner plus de réponses. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Thierry Benoît du groupe Horizon. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous êtes finalement bien à votre fonction là où vous êtes, puisqu'on est un petit peu dans la suite, j'allais dire, logique de ce qu'a pu être territoire d'industrie lorsque vous étiez en charge de cette thématique il y a de cela 3 ou 4 ans. Alors, ça a marché diversement, on en a déjà parlé en aparté, mais l'idée originelle, qui était celle du gouvernement et que vous étiez chargé de mettre en œuvre, elle a bien fonctionné. Alors, c'est plus compliqué, nous, en région Bretagne, je disais, parce que vous aviez identifié des bassins industriels et des territoires d'industrie. Nous, chez nous, en région, ils ont voulu que toute la région soit un territoire d'industrie. Conclusion, tout le monde y est, personne n'y est. Et donc, ça brouille le message. Je reviens à notre affaire de secrétariat général à l'investissement et des fameux programmes d'investissement d'avenir. Je suis heureux que vous ayez pu citer les villes moyennes. Moi, je crois beaucoup aux efforts qui sont conduits actuellement par le gouvernement. Le premier, c'est la démétropolisation de certains emplois publics, c'est-à-dire redéployer des services publics dans les villes moyennes, de Paris à Fougères, par exemple. Lorsqu'on relocalise 30 emplois dans une ville moyenne, ça contribue à faire vivre, à dynamiser la ville moyenne et irriguer les territoires ruraux. Ça, c'est précieux. Donc, il y a une notion d'aménagement du territoire et de planification. Ça a été dit par plusieurs collègues, il réside une difficulté, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs. L'État en région, les conseils régionaux, parce que certains conseils régionaux ont reproduit exactement ce qu'ils reprochent à l'État. La verticalité et la complexité. Je suis bien placé en Bretagne pour le dire. Et donc vous, votre rôle, c'est de coordonner les acteurs. Aux côtés des régions, les intercommunalités et les chambres consulaires. Et enfin, comme l'a dit tout à l'heure Mme Battistel, alors chacun son métier, mais c'est vrai qu'entre la BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts, bon, ça fait un certain nombre d'opérateurs complémentaires. Mais globalement, je dirais que vous êtes dans la bonne direction. En écoutant votre propos introductif, je pense que vous accordez de l'importance aux villes moyennes. Et je souhaiterais que lors de l'examen des dossiers, vous puissiez donner des impulsions pour des investissements nouveaux, je le dis, dans les villes moyennes qui sont nos anciennes villes, chefs-lieux d'arrondissement, qui ont un rôle déterminant parce que depuis 50 ans, on a vécu la métropolisation à outrance et ça a fait du dégât. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Vous l'avez dit, je vais le répéter,
la mission territoriale de France 2030, même si ce n'est pas notre mission, j'allais dire régalienne, elle va redessiner un aménagement du territoire différent. Et nous travaillons en parallèle, je ne l'ai pas assez dit, sur également les nouvelles mobilités, puisqu'une des conditions du développement, c'est le développement à la fois du numérique et des mobilités pour qu'il y ait une possibilité pour les personnes de pouvoir se déplacer facilement dans ces environnements où ce n'est pas simple. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que nous faisons dans ce domaine, mais sachez que nous travaillons notamment dans le domaine du ferroviaire sur de très nombreuses innovations. Nous soutenons le train léger, nous travaillons sur des réflexions sur des technologies qui vont permettre de mettre des structures qui viennent du monde de l'automobile, qui va souffrir dans les années qui viennent, parce qu'on sait bien que l'arrêt de la voiture thermique pousse les sous-traitants automobiles à aller travailler sur d'autres secteurs, mais impliquer ces technologies dans le ferroviaire. Donc nous avons vraiment un travail sur les territoires qui me semble important à souligner. J'en profite également pour dire que nous avons un travail important dont je n'ai pas assez parlé, c'est les compétences et métiers d'avenir, l'investissement considérable, 3 milliards d'euros, nous faisons pour former du personnel à tous ces nouveaux métiers dont nous parlons, et un très grand nombre de dossiers viennent de villes moyennes dans lesquelles nous augmentons des promotions où nous faisons de la formation sur site. J'en reparlerai tout à l'heure dans une réponse future. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Charles Fournier du groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, parler de la France en 2030, c'est confronter d'une certaine manière les visions que nous avons de ce que sera notre pays dans quelques années. Alors évidemment, pour nous, en 2030, on se sera attaqué très très sérieusement à la question du climat et à la question de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité. On se sera attaqué aux insupportables inégalités sociales dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous aurons transformé notre modèle économique qui sera plus sobre, qui fera moins d'extraction de matière, qui produira moins de déchets, qui sera sobre en énergie. Et travailler sur la France de 2030, c'est travailler à cette cohérence. C'est pas seulement la somme de projets où nous serons champions du monde dans tel domaine, champions du monde dans tel domaine. C'est sans doute intéressant d'essayer d'être les leaders, mais c'est surtout cette transformation que nous voulons porter. Et c'est là où nous avons quelques doutes à l'énoncer des chiffres, à l'énoncer des chapitres tels qu'ils sont présentés. Peut-être qu'il faut qu'il y ait d'ailleurs un dispositif d'évaluation qui aille au-delà de la litanie des chiffres et des bons exemples. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va transformer? Ça nous paraît essentiel. Je vous donne quelques exemples. L'avion bas carbone. Outre le fait qu'en 2030, peut-être existera-t-il, mais il faudra 20 ans pour changer toute la flotte. Donc, ce n'est pas avant 2050 qu'on aura réglé le sujet. Et d'ici là, il fera chaud, il fera très chaud. Mais au-delà de ça, quelle vision des mobilités à travers ça? Est-ce que l'on pousse, par exemple, l'innovation dans la filière vélo, qui a besoin d'énormément d'argent pour se structurer? Comment travaille-t-on? Vous avez évoqué le ferroviaire. Comment allons-nous avoir un report modal entre le fret en avion? Est-ce qu'on va continuer à transporter des chevaux pour aller faire des sushis au Japon? Vous avez vu ça récemment, et ça se passe dans ma région. Ou est-ce qu'on va travailler sur du report du fret vers du fret bien moins impactant que ce que nous connaissons aujourd'hui? Deuxième exemple, l'hydrogène. Est-ce que c'est le nouvel or vert qui va tout remplacer, régler tous les sujets? Quand on regarde les chiffres, 1,9 milliard pour être le leader de l'hydrogène vert, 500 millions pour les renouvelables. On comprend déjà qu'une bonne part de l'hydrogène sera nucléaire et donc pas d'origine renouvelable, vu les faibles investissements qui sont proposés. Et je le dis, le rendement n'est pas très bon. C'est intéressant l'hydrogène, mais ça ne va pas régler tous nos sujets, ça ne peut pas être la seule porte d'entrée. Troisième sujet, l'agriculture. On nous propose une alimentation saine, durable et traçable. Ça veut donc dire qu'on va sortir des pesticides, qu'on va se préoccuper de la question de l'eau, de la question foncière, et comment ce plan contribue finalement à ces transformations de manière profonde, et pas simplement par des innovations technologiques, mais aussi des innovations sociales et écologiques. Et puis enfin, les fonds marins. Il y a 300 millions d'euros sur les grands fonds marins. Moi, j'ai compris qu'Emmanuel Macron avait dit après la COP27 que nous n'irions pas vers l'exploitation des fonds marins. Donc ça veut dire qu'il y a 300 millions qui sont donc disponibles. Ou dites-moi ce que c'est finalement les fonds marins, une fois qu'on a enlevé et qu'on tient ce que le président de la République a dit. Et puis pour terminer, quelle place réelle? Et là, c'est plus une affaire de méthode pour les collectivités. Ça a été évoqué, la question des régions, mais aussi des intercommunalités. Comment sont-elles associées? Moi, je crois aussi que les transformations se font dans les territoires et qu'on a besoin, pas simplement de leur rendre compte de temps en temps, mais de fabriquer avec eux la France de 2030. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Il y a beaucoup de questions, mais je vais essayer de faire tout ça en 2 minutes. Petit 1, je l'ai dit, 1 minute en plus, ça va être vraiment très chaud.
Je vous l'ai dit en début, c'est un plan que je qualifie d'holistique parce qu'il touche effectivement beaucoup de problèmes. On peut lui reprocher de ne pas être assez dans certains domaines en fonction des positions qu'on prend. Il n'empêche que quelques exemples. Vous avez parlé du vélo, nous finançons les véhicules intermédiaires. Ce sont ces véhicules qui partent du vélo électrique et qui vont alors on va dire les premières voitures électriques. Nous finançons ça avec l'ADEME. Ça veut dire que nous finançons des initiatives de réinventer le déplacement automobile, ou en tout cas le déplacement de mobilité personnelle de type véhicule intermédiaire. Vous avez parlé de l'hydrogène. L'hydrogène ne sert pas simplement comme énergie. Je suis d'accord sur le rendement. Mais elle sert à décarboner entièrement de notre industrie. Il nous faut beaucoup d'hydrogène. Nous avons la chance, effectivement, nous ne sommes pas d'accord, mais d'investir sur le nucléaire que nous considérons comme une énergie décarbonée. Vous ne le considérez pas. Il n'empêche que ça va nous permettre d'avoir de l'hydrogène décarboné qui va permettre, dans l'industrie, de faire des avancées considérables. Enfin, sur l'agriculture, nous lançons un plan eau massif, conscient des difficultés qu'il y a dans l'eau. Et je suis désolé, mais je pense qu'effectivement, c'est par beaucoup d'innovations technologiques qu'on pourra arriver à réguler de l'eau pour nos agriculteurs et notre industrie, et surtout à nous permettre de passer cette difficulté. Mais nous avons le droit de ne pas être d'accord. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Karine Lebon du groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. France 2030 représente une enveloppe conséquente à destination des investissements d'avenir. J'ai été nommée membre du comité de surveillance de France 2030 et à ce titre, j'ai eu à cœur de rencontrer les lauréats présents dans mon département, l'île de la Réunion. Ce qui ressort de nos échanges est que le dispositif est plutôt bien accueilli et que son fonctionnement est globalement satisfaisant. Alors attention, là je parle bien uniquement des 3 lauréats réunionnais que j'ai rencontrés sans pouvoir pour le moment extrapoler ces conclusions à l'ensemble du territoire. Selon le type de structure, la phase de montage de dossier a pu être plus ou moins complexe, mais rien d'insurmontable. Concernant le délai de versement des fonds, les lauréats sont également très satisfaits, tout ayant été versé en temps et en heure. Quelques problématiques apparaissent toutefois dans la suite de la réalisation du projet. Une entreprise qui vise à écouter les grands fonds marins sur mon territoire évoque par exemple l'intérêt qu'auraient l'État et les collectivités locales à les soutenir, non pas uniquement avec de la subvention pour la recherche et développement, mais également par de la commande publique. Et actuellement, c'est ce qui fait défaut. Car si la phase d'innovation est essentielle, la phase de commercialisation est vitale. Or, ni l'État, ni les collectivités territoriales ne les accompagnent a posteriori dans la consolidation de leur marché. Est-il donc envisageable de faire évoluer le dispositif en le découpant en 2 parties, subvention et commande publique ? Enfin, les lauréats ayant choisi un modèle de multifinancement se retrouvent confrontés à certaines difficultés. C'est le cas notamment à La Réunion avec le fonds FEDER, qui accuse un immense retard dans le traitement des dossiers, mettant à mal la réalisation des projets. Le plan France 2030 tient-il compte de ces contraintes extérieures ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je me demande si on n'avait pas rencontré cette start-up à La Réunion avec Madame Battistel, d'ailleurs, quand on était venu. Ça me dit quelque chose. C'est Rive Pulse. Rive Pulse. Oui, Madame Marceau confirme. Tout à fait. Très belle boîte. Rive Pulse. Monsieur le secrétaire général, allez-y. Cette question de la commande publique est une commande qui est récurrente et sur laquelle nous travaillons, et je ne dis pas juste ça en langue de bois, on y travaille parce qu'on s'est rendu compte que, hormis certains secteurs particuliers, la défense et l'espace par exemple, il est très difficile dans la contrainte européenne que nous avons d'exécuter simplement de la commande publique. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de le faire, au contraire, nous travaillons actuellement à trouver des méthodes pour le faire, mais nous avons des obligations réglementaires qui aujourd'hui nous en limitent l'impact, hormis les dossiers dont je viens de parler sur la défense et sur l'espace. Sur la multiplication des aides, on tient compte de l'ensemble des projets, on reste dans notre couloir. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des obligations, encore une fois, législatives, qui sont à votre main d'ailleurs, qui font que nous ne pouvons pas aider des entreprises qui sont en difficulté, qui sont sous-capitalisées, qui n'ont pas les niveaux de fonds propres. Je crois que c'est Mme Battistel qui en a parlé tout à l'heure, que c'était une réelle difficulté. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de conforter les levées de fonds par ce dérisquage. Donc je dirais que c'est un peu un jeu d'équilibre où on essaie de dire effectivement à des investisseurs privés, n'hésitez pas à aller dans ces sociétés qui ont été soutenues, sélectionnées et qui vont recevoir des budgets de France 2030. Au-delà de ça, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de la main sur les décisions qui se passent dans les différentes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, dans les soutiens aux entreprises.
Ceci dit, sur le cas spécifique que vous avez évoqué, RivePulse, leur technologie est quand même particulièrement performante. C'est une analyse par intelligence artificielle des récifs coralliens. C'est absolument passionnant. Et je ne doute pas que dans le climat, c'est le cas de le dire, actuel, ils trouvent des débouchés. On va essayer de les aider autrement. Merci beaucoup. Nous allons terminer notre série avec Monsieur Max Mathiazin du groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, en décembre 2022, vous avez annoncé avec le ministre des Outre-mer et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le lancement d'un programme prioritaire de recherche doté de 15 millions d'années de France 2030 et 15 millions d'euros de France 2030, portant sur les enjeux environnementaux spécifiques au territoire d'outre-mer. Ce programme de l'Institut de recherche et développement doit concilier la valorisation du patrimoine naturel ultramarin et sa conservation. Comme vous le savez, aux Antilles, je parle spécifiquement de la Guadeloupe et de la Martinique, nous avons deux problématiques qui ont de graves conséquences sur la santé de nos populations et sur nos économies. Les algues sargasses et le chlordécone. Alors, monsieur le secrétaire général, qu'est-il prévu dans le programme pour traiter et les valoriser les algues sargasses? Qu'est-il prévu pour la recherche sur la dégradation du chlordécone, pour le traitement des pathologies des personnes et la prévention en termes de santé publique, et pour la dépollution des terres et des eaux contaminées, quand on sait que les résidus de chlordécone, de cette molécule, selon les estimations des scientifiques, se dégradent de 700 années, 7 siècles, pour se dégrader. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Oui, merci. C'est bon. Je voudrais juste vous dire que dans les nombreux projets que nous soutenons au niveau de France 2030, il y a de nombreux projets dans les territoires d'outre-mer. Et sur les questions spécifiques que vous avez citées, les sargasses et le chlordécone, elles sont deux directions différentes. Nous avons baissé considérablement les critères pour les territoires d'outre-mer en fonction de leur spécificité géographique et démographique. Nous avons baissé les niveaux d'intervention de France 2030 sur ces territoires. Donc nous encourageons des projets locaux, des projets de recherche, des projets de traitement divers et variés, mais nous avons volontairement baissé pour qu'ils aient accès au budget France 2030. Ça a été une décision qui a été prise en concertation avec le ministre Caranco il y a quelques semaines, et je crois que c'était important que je vous le souligne. Alors, spécifiquement sur la sargasse et la chlordécone, on ne fait pas d'action plus précise qu'on ne le fait pour d'autres sujets typiques sur d'autres territoires français. Ce que nous voulons faire, c'est, dans le cadre de cette logique de, à la fois, utiliser les sargasses, par exemple, pour fabriquer, ce qui est un des projets que nous avons eu en dossier, pour fabriquer du carburant biosourcé, ou pour justement trouver des solutions par des traitements biologiques pour les dégrader, c'est par l'innovation qui permet de les traiter que nous adressons ce type de sujet. Mais encore une fois, les spécialistes qui sont sur le territoire ultramarin ont maintenant accès à des crédits pour pouvoir résoudre, j'espère, d'une façon pérenne, ces problématiques. Merci beaucoup. Alors, je ne vois personne du groupe Rassemblement National, donc il n'y a pas d'orateur groupe côté Rassemblement National. Et je vous propose donc de passer aux questions individuelles. Monsieur le secrétaire général, je prends donc la totalité des questions individuelles, 1 minute maximum par personne, et puis vous répondez dans la foulée à la totalité des questions. D'accord. Je vous propose de commencer donc avec monsieur Alexis Izard. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, je vais essayer de profiter de ces 7 minutes pour vous poser 2 questions. La première concerne le projet de loi Industrie verte qui devrait être présenté en Conseil des ministres le 17 mai prochain. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a précisé. Ce projet de loi ne sera financé par aucun argent public supplémentaire. Et donc, une des propositions du groupe de travail est de profiter de ces crédits de France 2030 pour financer cette industrie verte. Donc, ma première question est de savoir à quel point vous êtes prédisposé à accompagner ce projet ambitieux pour
pousser l'industrie verte sur le pays. Ma deuxième question concerne le maillage territorial dont vous nous avez beaucoup parlé. On a eu la chance de voir arriver sur nos territoires en début d'année des secrétaires généraux chargés de France 2030. Leur rôle est d'aller faire ce dernier kilomètre, d'aller voir les entreprises au plus près pour leur proposer de déposer leur dossier. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle était votre stratégie pour réussir à aller les chercher au plus près, à réussir à aller voir l'ensemble des entreprises de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Aurélie Trouvé, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, il est question dans ce France 2030 de troisième révolution agricole. Bon, je crains qu'on n'ait pas la même conception du tout, puisque le Président de la République lui-même le résume à génétique, robotique et numérique. Ce qui pose deux problèmes d'abord. Le problème de la dépendance grandissante des exploitations agricoles aux banques et à l'agrofourniture, avec des exploitations qui seront bien plus intensives en capital plutôt qu'en travail, et avec le problème derrière de la transmission dans un cadre familial de ces exploitations agricoles. Ce qui d'ailleurs risque de menacer l'agriculture familiale elle-même pour favoriser l'agrifirme. Alors que les enjeux sont celui de la préservation de l'emploi, alors qu'il y a des milliers d'emplois détruits chaque année, d'adaptation aux écosystèmes et d'augmentation de la valeur ajoutée, si possible par la baisse des coûts de production. Donc ma question, elle est celle-ci. Y a-t-il une part du budget consacrée à une agriculture, cette fois-ci plus économe et autonome vis-à-vis de l'alimentation animale, des pesticides, des engrais chimiques, sachant qu'il y a une vraie question qui est posée pour la recherche et développement sur les alternatives. Merci beaucoup. Et quelle part au bio qui est en ce moment en grande difficulté. Merci. Monsieur Potier, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, on a visité ensemble l'entreprise Cristal Laser et vous aviez des étoiles dans les yeux. Moi, vous avez en tout cas la foi. J'ai deux questions à vous poser. La première, elle touche, vous parlez beaucoup de substitution d'énergie d'une énergie à l'autre. Moi, je crois beaucoup au changement de process industriel comme une promesse d'économie d'énergie. Il y a des recherches, c'est balbutiant, mais je me demande si le nouvel Eldorado, il n'est pas dans l'économie, dans les process de fabrication. Bon, est-ce que c'est une piste que vous pourriez financer, accompagner ? Deux, il y a une question qui se pose autour de l'hydrogène, quelle que soit sa part dans le mix énergétique. Sur l'hydrogène, il y a une question de stockage en sous-sol et il y a une question de transport. Dans le gaz, c'est régulé. Est-ce que vous avez observé qu'il y avait besoin d'une régulation, d'entreprises régulées en matière de stockage et de machin ? Ça me semble pertinent. Ce n'est pas établi par la loi. Est-ce que vous pourriez y réfléchir ? Enfin, par malheur, il y a eu dans la loi ENR une proposition autour de VNF, producteur d'énergie, qui est tombée. Est-ce que vous pouvez vous engager ici ? Est-ce que Bruno Le Maire et Roland Lescure le reprennent dans la loi Industrie verte ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Potier. Monsieur Roland, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, à mon tour, je voudrais me féliciter de l'existence de France 2030, et des investissements faits dans notre industrie. Deux questions. La première, quelle pérennité assurez-vous des emplois qui seront créés au travers de ces investissements ? Car le nombre d'entreprises qui, par le passé, ont pu toucher des aides et qui ensuite ont délocalisé est extrêmement important. Et tout cela est-il suffisant ? Ne faut-il pas aussi avoir une politique peut-être plus protectionniste, comme le font les États-Unis, comme le fait la Chine ? Parce que quand on regarde ce que l'on met, certes, ça paraît important, mais c'est bien maigre à côté de nos concurrents asiatiques ou nord-américains. Merci. Monsieur Jumel. Bon, content de vous voir, cher collègue Bonnel. La dernière fois, c'était à Dieppe, quand on a tourné Debout les femmes. Donc, l'industrie des métiers du lien. Ma question en une minute, il faut choisir, est la suivante. Le gouvernement a pris l'habitude de procéder par appel à projet. Et moi, j'ai le sentiment que cette manière de fonctionner ne réduit pas les inégalités territoriales, ne corrige pas les inégalités territoriales et ne prend pas en compte les spécificités territoriales. J'en veux pour preuve, c'est que la région Normandie est la dernière dans la consommation des crédits France 2030. Enfin, il y a la Corse avant, pour être tout à fait honnête. Alors qu'on a un PIB industriel, vous le savez, d'abord, on a souffert du flingage de l'industrie depuis 30 ans, et qu'on a un PIB industriel qui reste haut, 19% en Normandie, 24% dans ma circonscription. Et donc, je veux terminer par là. Je veux officiellement vous inviter à venir chez moi, parce qu'on a des projets
pour être au chevet des industries verrières, des industries automobiles, des industries innovantes, et faire en sorte qu'on puisse rattraper le retard qui est le nôtre. Je vous remercie. Madame Lepé, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. La mission que vous remplissez, elle est essentielle. Dans la période économique que nous vivons, la planification des priorités pour les années à venir dans un plan précis est certainement fondamentale. Le 6e objectif de ce plan vise à allouer plus de 2 milliards d'euros à des innovations de rupture dans le secteur agricole, en vue d'une nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable. Alors, pour répondre aux besoins d'une alimentation au quotidien, tout en améliorant la qualité de l'alimentation, en augmentant la compétitivité et en réduisant les émissions de CO2, ces investissements seront orientés vers la décarbonation de la production agricole, l'amélioration de la productivité, le traçage des aliments, la sortie de certains pesticides et le développement des productions plus résilientes et plus solides dans les biosolutions. Alors, 2 questions me viennent. Comment les productions plus résilientes et dites plus solides peuvent-elles améliorer la compétitivité de la France dans le domaine de l'agriculture et surtout comment le mesurer? Merci. Et enfin, quelle part financière sera allouée à la formation aux compétences de demain? Merci beaucoup. Monsieur Figier, c'est à vous. Oh, je fais vite pour tout. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous avez annoncé vouloir associer les collectivités territoriales au plan France 2030. C'est une bonne chose. Vous n'ignorez pas qu'elles sont souvent les mieux placées pour détecter les entreprises locales. Les associations d'élus reprochaient, vous le savez, au plan de relance d'accorder une trop grande place aux appels à projets décidés depuis Paris. L'enjeu est donc de s'appuyer sur les collectivités et surtout sur leur connaissance du tissu économique, notamment en milieu rural. Dès l'annonce de France 2030, l'ancien Premier ministre, Jean Castex, avait mis en place un comité de suivi dans lequel étaient représentées les associations d'élus. Comptez-vous reproduire ce dispositif? Et plus largement, comment souhaitez-vous poursuivre la coopération avec les élus locaux qui sont des acteurs clés du développement économique et de l'innovation? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant à Monsieur Pilato. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Secrétaire général, alors je vous ai écouté attentivement et vous parlez de souveraineté, bravo. Et donc la question que je me pose est la suivante. Nous avons délocalisé notre pollution pendant de nombreuses années à faire travailler la Chine, pour aller au plus court, et nous allons donc relocaliser notre industrie. Avez-vous pensé, quand vous allez octroyer des aides ou choisir des projets, aux conséquences? En gros, si on prend les composants électroniques, la robotisation, qui, soit dit en passant, n'a pas sauvé l'Espagne de la sécheresse qu'elle vit, il va y avoir besoin de cuivre, les mobilités avec l'électrique également. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on a en tête, dans France 2030, les conséquences de la relocalisation sur la pollution, sur le maillage du territoire? Je vais juste déborder de 2 secondes. 2 secondes. C'est 2 secondes. Je pense que les gigafactories sont une mauvaise idée. Il vaut mieux pour la résilience. Merci, Monsieur Pilato. Plein de petites usines. Très bien. Nous avons noté le point. Nous passons à Monsieur Midi. C'est à vous. Merci. Je ne vais pas y arriver, c'est bon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Alors, le plan France 2030, qui a été lancé par le Président de la République, 54 milliards d'euros pour accélérer l'innovation dans nos entreprises et nos organismes de recherche sur 10 priorités. Je ne vais pas toutes les citer, vous en avez parlé, nucléaire, décarbonation de notre industrie, spatiale, numérique, etc. Alors vous avez cité d'ailleurs Pascal Vercors, on pourrait en citer beaucoup d'autres, Candela, Elogène, Exotrail. Beaucoup sont d'ailleurs sur ma circonscription Paris-Saclay, écosystème d'innovation qui concentre 15% de la recherche et l'innovation française. Alors ce plan, il est exceptionnel. Donc bravo à vous et bravo à vos équipes qui vous faites un excellent boulot. Je salue en particulier le focus que vous avez mentionné sur les PME, sur notre territoire et sur la féminisation. 46%, c'est un résultat très important, surtout sur les sujets d'innovation et de science. Alors comme c'est un plan qui est génial, comment on fait pour accélérer, aller encore plus vite? 13 milliards, c'est bien. 7,7 mois, c'est bien, mais comment on fait encore beaucoup mieux? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'ai à présent Monsieur Nury, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Secrétaire Général, on a quand même le sentiment, même si l'objectif de France 2030 est louable, que cette mission est un bazar technocratique de plus, une agence d'État supplémentaire qui ne change pas grand-chose au développement économique dans notre département et qui ne change pas grand-chose au quotidien de nos chefs d'entreprise, de nos PME notamment, sur nos territoires ruraux. Mais une agence qui coûte aux contribuables. Donc 54 milliards d'euros, vous l'avez dit, en investissement, mais en fonctionnement, qu'en est-il? Quel est le coût de fonctionnement de France 2030? Sur combien de fonctionnaires vous vous appuyez pour mener à terme votre mission? Et quel est le montant de la rémunération la plus élevée de France 2030, et notamment de la vôtre? Merci. Je vous remercie. Nous avons Monsieur Tavel. Merci, Monsieur le Président. Je rebondis sur la remarque de mon collègue Fournier tout à l'heure sur les grands fonds marins, puisque la France a exprimé sa position du refus de l'exploitation des fonds marins. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer que les fonds qui sont dans France 2030 servent exclusivement à de la connaissance et de la recherche scientifique sans viser l'exploitation des ressources de fonds marins? Et si oui, quelles sont les protections qui sont prises? Et puis, pour continuer dans le domaine maritime, comme député de Saint-Nazaire, vous ne serez pas surpris, c'est un peu le parent pauvre de tous les dispositifs. Alors, sous l'angle décarbonation, on peut mettre beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les carburants alternatifs, il y aura une concurrence féroce entre l'aéronautique et le maritime. Il ne s'agit pas là de renforcer les profits de CMA-CGM, mais de savoir que l'un des risques, c'est que ces carburants soient absorbés par l'aéronautique, puisqu'ils ont des capacités, disons, plus dynamiques que le secteur maritime pour modifier leur flotte. Et puis sur les énergies marines renouvelables, quid de France 2030 également? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Girardin, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci pour votre intervention. Vous avez rappelé le rôle déterminant du Secrétariat Général à l'Investissement dans la mise en place du plan France 2030 qui mobilise, rappelons-le, ça a été dit, pas moins de 54 milliards d'euros pour transformer durablement des secteurs clés de notre économie. Pour permettre à la France d'être un leader, il nous faut développer une industrie de pointe à haute valeur ajoutée basée sur des technologies innovantes et des ouvriers hautement qualifiés. Il nous appartient de relever collectivement le défi d'une réindustrialisation verte qui prendra en compte la préservation de notre environnement. Dans ce contexte, je souhaite vous interroger sur la conciliation délicate entre le développement de notre industrie dont l'activité nécessite bien souvent l'utilisation d'emprises foncières importantes et le plan ZAN qui fixe un objectif ambitieux de réduction de l'artificialisation des sols d'ici 2050. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de pouvoir mettre en place un système d'exception pour permettre de lever les freins à l'implantation et au développement des entreprises de la French Tech dans nos territoires? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Blin qui souhaitait poser une question. Allez-y, Madame Blin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, alors c'est vrai que le plan France 2030 est un plan intéressant. Simplement, on peut s'apercevoir sur le site Internet que vous avez mis en ligne à la fois de la disparité par territoire et puis du côté un peu confidentiel de l'appel à projet. Parce que quand on discute avec les entreprises sur le territoire, très peu sont au courant, ou en tout cas celles qui le sont vraiment des entreprises qui sont très bien organisées. Donc, quels sont les critères que vous retenez au-delà des 10 points de manière à ce que les entreprises soient les plus sensibilisées et de manière à profiter de cet argent qui est mis à disposition pour la réindustrialisation de la France? Merci beaucoup. J'ai ensuite Madame Marceau. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, cher Bruno, merci d'être avec nous et de revenir dans cette commission que vous avez côtoyée. Je veux vous parler plus précisément, vous questionner sur le maillage territorial, France 2030 régionalisé. Je voudrais dire quand même aussi en clin d'œil que merci à vos équipes et à vous-même parce que vous avez une parfaite connaissance du territoire et quand on vous amène des entreprises, on se rend compte combien vous connaissez nos territoires. C'est très, très important. Donc, je vous remercie de l'accompagnement, notamment d'entreprises charentaises que je vous ai amenées. Je citerai le train voyage, notamment. Donc, c'est très important. C'est un plan, effectivement, ça a été dit, ambitieux et d'ampleur. Sur le volet territorialisé, donc, si j'ai bien compris, il y a un financement paritaire État et région, une enveloppe globale à peu près d'1 milliard d'euros. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, a priori, 144 projets à peu près soutenus dans notre région pour l'instant. Le système, ce sont des conventions signées entre l'État et les régions. J'aimerais que vous nous fassiez un premier retour d'expérience sur cette coopération et j'ai des questions sur la coopération avec la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Monsieur Daubier.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je ne reviendrai pas ici sur tout le champ d'action de France 2030 et des 54 milliards. Tout le monde ne peut que soutenir ces investissements et le travail vers les souverainetés industrielles. J'aimerais des précisions sur les semi-conducteurs. On sait ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et les investissements notamment sur AMD. Et simplement pour vous, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux technologiques, ce plan France 2030, et également géopolitique? Je vous remercie. On termine avec Monsieur Bouix. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Vous avez tout récemment eu l'opportunité de venir dans le Calvados, rencontrer les acteurs de la technologie et de l'industrie. Je pense à Cicéron, je pense au Ganil que vous avez pu voir. Moi, je souhaiterais vous interroger sur le déploiement de France 2030, plus particulièrement dans le secteur agricole. Je pense notamment à la Normandie avec sa filière lin et chanvre, dans lequel aussi il y a des perspectives intéressantes, tant dans la production de nouveaux matériaux, mais aussi dans la culture de la fibre. Je souhaiterais savoir ce que vous pouvez nous dire sur cette filière, mais aussi sur les autres filières agricoles dans les autres territoires. Merci beaucoup. Chez Madame Laherlousse. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Bonnel, effectivement, vous donnez l'illusion que l'innovation va changer le monde et qu'on peut se reposer uniquement sur l'innovation. Or, la sobriété et l'efficacité énergétique n'ont pas la même place que l'innovation. L'innovation, oui, mais dans des secteurs résolus. J'aimerais vous interroger plus particulièrement sur les financements destinés au nucléaire dans le cadre de plan France Relance 2030, puisque ce plan affiche 470 millions pour la filière et 1 milliard pour les réacteurs innovants. D'abord, qu'entendez-vous par réacteurs innovants ? Et puis, nous avons débattu, y compris dans la commission d'enquête sur la souveraineté et la perte et l'indépendance et la souveraineté énergétique de la France, sur le fait qu'il n'y aurait pas d'opposition en France entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Or, force est de constater qu'il n'y a pas les mêmes dispositifs et les mêmes montants de financement sur une réelle filière des énergies renouvelables qui n'est pas montée et soutenue en France. France Relance prévoit aussi une bourse d'études de 600 € par mois pour les métiers en tension dans la filière du nucléaire. Merci. Est-ce qu'il existe la même chose pour les ENR ou dans l'efficacité et la sobriété énergétique dans la rénovation des bâtiments? Merci. Chez Monsieur Armand qui souhaitait s'exprimer. Non, c'était bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? Je ne frustre personne. Alors, Monsieur le Président, je la saigne, allez-y. J'avais laissé mon tour, mais c'est très simple. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment le lien se fait avec les territoires. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des informations sur les entreprises qui sont parties prenantes et qui ont pu être retenues, ou est-ce que c'est confidentiel? Pour le plan de relance, nous avions des contacts avec les sous-préfets, nous échangions avec les sous-préfets sur les entreprises qui pouvaient donc faire des propositions. On peut nous-mêmes avoir aussi des initiatives à faire partager. Concrètement, ça se passe comment? Parce qu'on parle d'entreprise, on parle de recherche, on parle de l'alimentaire. Mais est-ce que ça c'est porté sur quoi? C'est porté comment? Est-ce que c'est des laboratoires de recherche? Est-ce que c'est des entreprises déterminées? Est-ce qu'on peut en savoir plus, ne serait-ce que sur nos territoires respectifs? Merci beaucoup. Voilà, toutes les questions ont été posées. Monsieur le Secrétaire Général, ça vous laisse peut-être une quinzaine de minutes et vous serez parfaitement à l'heure pour votre train. Donc c'est à vous pour les réponses groupées. Merci. Merci à tous pour ces questions qui sont riches. Je vais commencer par la dernière, si vous permettez, parce que vous avez déjà évoqué 2 fois les problématiques de référence sur les territoires. Donc nous avons effectivement des sous-préfets référents par département, exactement comme vous aviez à l'époque des préfets à la relance départementaux. Ah ben peut-être vous les connaissez pas, mais ils existent. Donc les préfets de région les ont nommés. Ce ne sont pas des personnes qui sont dédiées spécifiquement à France 2030. Ils sont dédiés à ce qu'on appelle l'investissement sur les territoires, et ils ont une grande partie de leurs fonctions qui gouvernent France 2030. Deuxièmement, sur notre site aujourd'hui France 2030, vous avez l'intégralité des lauréats de France 2030, et à partir, je pense, de la fin disons à la fin de l'été, vous aurez l'intégralité des lauréats et des candidats. Et donc, vous pourrez facilement les retrouver pour savoir qui sont les gens qui ont postulé et ceux qui n'ont pas postulé. Je rebondis donc sur
Comment est-ce qu'on les choisit? En fait, on ne les choisit pas. On fait une diffusion d'informations la plus large possible. On compte d'ailleurs également sur vous, pour en parler autour de vous, pour en parler avec vos différents partenaires socio-économiques sur les territoires, pour faire connaître le plus possible, sachant que l'axe d'innovation est l'axe le plus important. Nous avons beaucoup d'industriels qui croient que c'est l'extension du plan de relance. Ce n'est pas France Relance. C'est véritablement une compétition au niveau de l'innovation. Et je parle bien de compétition parce qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près un dossier sur 3 qui est retenu pour le financement. Donc c'est à travers les jurys, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sur je vais partir un petit peu, il y a tellement de questions que je vais partir un petit peu sur mes notes dans le désordre, mais il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est les petits réacteurs nucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Un réacteur innovant nucléaire, ben, ce sont toutes les nouvelles technologies qui visent à partir de l'atome, soit en fusion, soit en fission, de générer de l'énergie dans des volumétries qui n'ont rien à voir avec les EPR d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de mégawatts, on parle de petites capacités. Il y a beaucoup de technologies et nous finançons actuellement la recherche dans ces domaines. C'est-à-dire que nous ne finançons pas un réacteur spécifique, nous cherchons à financer, à aider en tout cas au financement, parce qu'il vient avec des acteurs privés de ces petits réacteurs. Je vous rassure, il y a 3 milliards qui est dédié aux compétences et métiers d'avenir. Nous avons énormément de dossiers concernant la transition éco-énergétique et notamment tous les domaines que vous avez évoqués. Nous avons des écoles de la rénovation, nous avons des écoles de comment réinventer l'agriculture pour la rendre plus écologiquement acceptable et fondamentalement plus saine pour nos concitoyens. Je vous invite à regarder, nous avons 377 dossiers de tête de financement d'écoles sur tout le territoire pour 700 millions d'euros d'aide à date qui ont été engagés. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire. Nous ouvrons la deuxième tranche de 700 millions. Et encore là, nous n'avons pas encore assez de dossiers. Donc j'invite dans n'importe quelle direction d'avenir, y compris, cher Sébastien Jumel, dans le domaine du lien, nous ouvrons des écoles à condition qu'on pense effectivement ce sont des métiers d'avenir, que ça soit dans la conversion, que ça soit dans la santé, que ça soit dans la réorientation d'activité, du thermique par exemple à l'électrique pour les gens de l'automobile. Franchement, ce plan est généreux, il fonctionne très bien, il y a beaucoup d'allants. Je vous encourage à faire ouvrir des écoles ou à augmenter les promos sur vos territoires. Sur le domaine des nouveaux, je reste dans l'agriculture 5 minutes, en parlant effectivement des nouvelles filières. Nous soutenons les nouvelles filières de façon résolue, le lin, le chanvre en Normandie, en Hauts-de-France, puisque vous savez que nous le cultivons sur ces territoires, c'est une des grandes caractéristiques de notre pays. Par contre, on envoie les fibres brutes, notamment en Chine, pour qu'elles nous reviennent sous forme de vêtements en lin, notamment. Donc là, il y a un travail qui a commencé par un travail de recherche et on est en train de remonter la filière. Encore une fois, France 2030 n'est pas un plan régalien où on va imposer des grandes directions. C'est pas nous allons faire une filière de lin. Nous écoutons le territoire et quand il y a des opportunités à soutenir dans une direction qui nous paraît cohérente, là nous la soutenons. C'est ce que nous faisons sur le Rhin. Sur les semi-conducteurs, je ne sais pas si on peut parler de hauteur des enjeux parce qu'on a tellement perdu de temps, on a tellement décroché par rapport à Taïwanais, mais à un moment donné, il faut réallumer la mèche. Et je pense que sur ce domaine spécifique des semi-conducteurs, nous ne voulons en tout cas ne plus perdre la part de marché que nous avons aujourd'hui. La France représente à peu près 8% de sa consommation de semi-conducteurs en France aujourd'hui, tout confondu, à la fois en puissance et en technologie de processeur. Cette part de marché, nous la doublons avec l'opération de Kroll, ce qui veut dire que dans les années à venir, comme il va y avoir un doublement du marché, dans la réalité, nous restons au même taux. Mais au moins, nous ne perdons plus de terrain. Et je crois que c'est ça qui est important, de ne plus perdre de terrain. C'est aussi ça le message de France 2030. Il faut qu'on arrête cette espèce de résignation sur un certain nombre de technologies. Il faut qu'on reste plutôt sérieux. Sur la question sur la ZAN, je me tourne vers mon voisin de gauche. Vous réglerez. Je pense que c'est un problème législatif. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire. Je pense qu'il y a des endroits en France où il y aura des discussions, des débats territoriaux pour ces équilibres. Ce n'est pas à moi d'en juger, je vous laisserai voter en temps utile. J'ai passé mon tour pour cette législature-là.
Il y aura d'autres sujets à traiter dans le futur, je n'en doute pas. Sur le commentaire sur le bazar techno de plus, j'aime pas. J'aime pas le bazar techno de plus parce que c'est pas respectueux vis-à-vis de tous les agents qui travaillent, vis-à-vis de tout le personnel qui fait son maximum en travaillant de très tôt le matin à très tard le soir pour faire les résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc je m'inscris totalement en faux. Moi, je viens du privé. Moi, j'ai fait 40 ans d'entreprise privée et je travaille depuis 4 ans. J'ai travaillé de votre côté de la table pendant 4 ans et je me suis engagé dans une mission publique. Je peux vous dire que les gens qui y sont remarquables. Ils sont dédiés, ils sont dévoués et ils ont des salaires qui en moyenne sont divisés par 2 par rapport à ce qu'ils toucheraient dans le privé. Donc ne me dites pas que c'est un bazar techno, ce n'est pas vrai. Il a gagné en efficacité, il a gagné en rapidité, il sert. Nous avons eu de nombreux témoignages dans cette salle comme quoi les gens étaient satisfaits. Donc je m'inscris. On peut ne pas être d'accord sur les objectifs du plan France 2030. Mais attaquer la structure qui vise à dérisquer, à accompagner des patrons de PME et d'ETE dans leur innovation, à essayer de trouver sur les territoires des solutions pour que ça se réaménage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier de bazar techno. Je n'aime pas ça. Et ce que ça coûte aux contribuables, je vais vous le dire, ça coûte 8 millions d'euros par an, puisque la question a été posée, et ça représente 0,1% des 54 milliards. C'est ça le coût de fonctionnement. Quand on sert le plus élevé, il est de 150 000 euros, c'est le mien. Voilà. Comme ça, vous avez toute l'information. Heureusement par an, non, c'est pas sur 5 ans. Désolé, mais c'est au moins vous avez les informations, elles sont transparentes, elles n'ont pas à être cachées. Vous savez, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été un homme transparent, donc j'ai pas de honte à le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur maintenant j'aimerais insister parce que vous avez eu plusieurs questions sur l'industrie verte, notamment. Vous avez été plusieurs à poser cette question. La loi industrie verte qui va vous être présentée. Évidemment, je ne la pilote pas, nous avons été consultés. Elle a 2 éléments importants qui concernent France 2030. Elle a le premier élément qu'elle donne un cadre plus confortable, si je peux dire ainsi, aux investissements et aux supports que nous avons sur la décarbonation, notamment sur le plan... C'est bon. Je vous donnerai ma feuille de paye après, il n'y a pas de problème. Elle donne un cadre qui est plus intéressant pour fonctionner sur nos financements. Par contre, elle a un deuxième élément qui est très important, c'est qu'elle parle de la formation, cette loi. Ce PJL, il parle de la formation. Et je reviens encore une fois sur compétences et métiers d'avenir. Effectivement, c'est bien France 2030 qui va accompagner le volet formation de cette loi. Ça me paraissait important de vous le rappeler. Sur la 3e révolution agricole, pardon de le redire, mais encore une fois, nous avons soutenu notamment 2 très très beaux projets de lycées agricoles qui se consacrent quasiment exclusivement aux nouvelles réflexions et notamment qui visent la préservation de l'emploi. Le deuxième élément, c'est que dans le plan France 2030, il y a un fonds agricole qui est en train de discuter avec le ministère sur un débat sur comment aider à la meilleure transmission des terres agricoles pour les jeunes agriculteurs. C'est un sujet qui est très important et sur lequel l'intervention de l'État va être décisif. Ce projet n'a pas encore atterri, je viendrai vous le présenter en temps utile quand il sera là, mais sachez qu'il y a un travail qui est actif là-dessus je pense qu'on aura des satisfactions sur cette nouvelle manière de gérer l'agriculture. Moi, je pense personnellement que dans la 3e révolution agricole, effectivement, baisser la pénibilité en soutenant des formes de robotisation qui évitent en plus des phytosanitaires, c'est une piste intéressante. Je ne crois pas, et je ne voudrais pas que vous vous trompiez sur mon propos, moi je ne crois pas que l'innovation résout tout, hein. Je ne crois pas. Mais je pense que c'est un des éléments du mix avec la sobriété, avec effectivement la formation à des nouvelles méthodes, avec l'innovation dans les process qui permettra d'avancer vers une meilleure qualité de vie pour nous tous. Sur les problématiques de l'hydrogène, c'est vrai, M. Potier soulève un point qui est important. Vous aurez certainement à débattre à un moment donné des réflexions sur ce gaz d'hydrogène qui va devenir indispensable pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais qui pose des problèmes de volatilité, de stockage, de transport, de sécurité. Mais bon, on a connu les mêmes débats au moment du gaz, on a connu les mêmes débats au moment de l'essence. Je pense que nos prédécesseurs ont jugé et ont voté à l'époque en âme et conscience. C'est un sujet qui viendra certainement à un moment donné sur la table, vu la spécificité de cet objet hydrogène qui présente effectivement des sujets. Croyez par contre que du côté industriel,
Aujourd'hui, notamment, nous avons aidé des travaux sur les réservoirs d'hydrogène. Il y a énormément de sécurités qui sont prises en compte aujourd'hui et il faut saluer le travail là de très nombreuses innovations qui mixent d'ailleurs différentes technologies pour ce stockage. Sur la pérennité des emplois, écoutez, pour avoir été chef d'entreprise pendant longtemps, je pense que il y a toujours c'est vrai que c'est presque un gros mot quand ça vient de la bouche d'un chef d'entreprise, mais il y a une vraie bonne foi à leur donner de la pérennité. Après, il y a une réalité de marché. Nous, ce que nous faisons comme pari, c'est aider des entrepreneurs qui nous décrivent leur marché comme étant en croissance et en développement donnera une satisfaction des emplois. Aujourd'hui, je m'inquiète plus de la formation des emplois et à leur en trouver plutôt que de me préoccuper. La situation est complètement différente de l'époque où malheureusement, quand on fermait un site, on n'avait pas de solution. Parce que généralement, dans un certain nombre de territoires, je ne dis pas tous, un certain nombre de territoires, eh bien, on a maintenant des problématiques de trouver des gens pour venir travailler. Donc, une pérennité d'emploi ou en tout cas la construction d'écosystèmes et de formation qui permettra aux gens facilement d'en retrouver. Ça serait plutôt déjà un objectif qui me semble plus logique. Sur le protectionnisme, c'est pas dans nos mains, c'est à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes dans un contexte qui est européen. Je laisserai chaque député avoir des opinions. Moi, j'en ai une. Je pense que l'Europe, les enjeux auxquels nous faisons face sont continentaux et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde sur l'Europe. Et j'ai oublié d'ailleurs de vous dire à ce sujet-là que nous travaillons énormément avec l'Europe sur tous ces sujets, soit en accompagnement, Kroll par exemple, est fait dans le cadre du Chip Act européen, soit en invitant des sociétés européennes à faire les consortiums, évidemment sur le territoire français, pour l'innovation. Sur le comité de suivi, nous avons le comité de suivi qui se tient nationalement sous l'autorité de la Première ministre chaque année, et je tiens chaque année également des comités de suivi régionaux qui nous permettent d'associer les élus locaux, et ils sont toujours invités. Je vois d'ailleurs demain monsieur Sébastien Martin à Chalon-sur-Saône, qui est donc le président des intercommunalités de France, pour avancer sur un sujet qui tient à cœur, je le sais, qui est le sujet brûlant des territoires d'industrie, où nous commençons à réfléchir à comment, non pas réinventer le territoire d'industrie, mais booster un certain nombre de territoires d'industrie avec ce que j'appellerais les partenaires d'innovation industrielle. C'est-à-dire pas forcément des sociétés qui sont innovantes, mais des sociétés qui sont clés dans la fabrication d'objets, d'éléments qui rentrent dans les innovations. Je pense notamment aux sous-traitants automobiles, par exemple, qui ont besoin d'avoir peut-être des coups de main pour améliorer leur capacité de production, pour justement aider à produire des innovations. Sur la problématique d'équilibre sur les gigafactories versus les petites usines, je dirais les deux, mon général. Non, mais les deux, mon général. Ça veut dire que je pense que quand on réfléchit à une compétition internationale sur les batteries, il n'y a pas d'autre équation que de le faire sur des grosses structures. On peut refuser l'idée de faire les batteries, on peut refuser de faire des usines en France, c'est un autre sujet. Mais si on rentre dans cette bataille pour qu'on soit compétitif en prix et qu'on ne soit pas comme sur le photovoltaïque, par exemple. Aujourd'hui, on a une équation qui est difficile. Nous sommes 20 à 30% plus chers par mètre carré photovoltaïque par rapport aux Chinois. Ça explique pour beaucoup le fait qu'on n'arrive pas à mettre en place ces panneaux photovoltaïques en France. Parce que la compétition fait que les gens choisissent délibérément d'aller vers des prix. Non mais, si on se mettait dans la subvention... Laissez-moi juste finir. Si on se mettait dans la subvention récurrente, c'est-à-dire que si on dit, c'est pas grave, l'État va compenser le différentiel de prix chaque année. Mais c'est nous. Ça veut dire qu'on serait forcément en train de dire, on rentre dans une économie qui est totalement subventionnée, dans un autre schéma de pensée, et il n'y a pas de rentabilité par rapport à ça. Non mais on en reparlera après si vous voulez, mais c'est l'équation. Oui, enfin donc en tout cas, à l'heure où je vous parle, je pense qu'il faut faire des gigafactories. Et à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le dossier des véhicules intermédiaires, l'idée est, je vous la donne parce que c'est une belle idée de l'ADEME et c'est une belle idée de l'environnement, c'est de fabriquer des pièces en quantité chez les sous-traitants automobiles, pièces qui servent à des petites usines pour fabriquer en petite quantité ces fameux véhicules intermédiaires. Donc on redonne du pouvoir à des ateliers, à des petites usines sur des territoires, mais pour leur faire gagner en compétitivité, on fabrique des pièces essentielles, les amortisseurs, les moteurs, les pneus ou je ne sais pas quoi, en quantité, pour que ça soit vraiment compétitif par rapport notamment
à la menace chinoise sur les véhicules électriques. Sur l'accélération encore plus vite, là, franchement, on court un marathon à la vitesse d'un sprint. Ceci dit, je pense que ce qui va être probablement proposé dans les mois, dans les années qui viennent, c'est que si les résultats sont là, et nous vous les présenterons, parce que nous devons ces résultats, si les résultats sont là, ça sera de dire est-ce que on voit que cette politique a du sens et est-ce que on la poursuit et on l'amplifie. C'est pas l'heure d'en parler aujourd'hui. Je pense que dans les mois qui viennent, dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler avec des éléments plus pertinents d'impact, puisque c'est notre objectif d'avoir véritablement un reporting sur l'impact, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je crois que j'ai couvert à peu près toutes les questions. Pardon ? Et je m'engage, comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Jumel, à venir à Dieppe, parce que j'ai un souvenir de coquille Saint-Jacques exceptionnel, et on m'a proposé une société, il y a 2 semaines, de reconversion des coquilles Saint-Jacques, qui visiblement ont, enfin recyclage, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui visiblement ont des vertus particulièrement performantes. Nous irons voir cet atelier ensemble. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Ça donne envie de vous accompagner d'ailleurs à cette visite. Merci pour la qualité de vos réponses. Merci pour votre temps. Et chers collègues, je vous propose qu'on se retrouve demain à 9h30 pour la présentation du rapport d'information sur le Quick Commerce. Merci beaucoup et bonne soirée.